Bonjour, cette vidéo est une suite des vidéos concernant les réseaux électriques. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet de la charge et la décharge d'un condensateur dans un circuit RC, donc un circuit composé d'un générateur, donc une source de tension, une source d'énergie, une résistance ohmique, R et un condensateur de capacité. Donc rappelons ce que c'est que les condensateurs. Un condensateur est un système constitué de deux conducteurs électriques en influence totale. Donc, l'espace compris entre les deux conducteurs dans les espaces, dans les surfaces sont appelées armatures. Et donc, l'espace compris entre les armatures est rempli avec soit avec un milieu isolant qu'on appelle un diélectrique, soit avec du vide. Donc il y a plusieurs types de condensateurs. Il y a les condensateurs plans, les condensateurs cylindriques, les condensateurs sphériques, donc plusieurs formes et plusieurs tailles. Rappelons ce que c'est que la capacité d'un condensateur. C'est une constante donc, qui ne dépend que de la forme du condensateur et du milieu qui sépare les armatures. Lorsqu'on charge le condensateur avec une charge Q, donc lorsque les armatures portent une armature porte la charge plus Q, l'autre armature porte la charge moins Q, et lorsque la différence de potentiel entre les deux armatures est V, donc c'est V1 moins V2, dans ce cas-là, la capacité du condensateur, c'est tout simplement le rapport entre la charge que porte le condensateur qui divise la différence de potentiel entre les armatures. Donc, rappelons aussi que un condensateur, lorsqu'il se charge, il emmagasine de l'énergie électrique. Bien sûr, chaque charge qui arrive ramène avec elle une énergie. Et cette énergie reste au niveau des armatures du condensateur. Donc, au fur et à mesure que nous chargeons un condensateur, nous emmagasinons de l'énergie dans le condensateur. Donc, on l'utilise généralement dans l'électronique et en électrotechnique. Et l'énergie donc emmagasinée dans le condensateur, lorsqu'il atteint sa charge complète, est égale à EP, c'est 1 demi de Q fois V. Je rappelle ici que V est la différence de potentiel entre les armatures du condensateur. Dans un circuit électrique, le condensateur est symbolisé par ce schéma. Et on écrit C pour noter la capacité du condensateur. Alors, lorsqu'une différence de potentiel est appliquée entre les armatures d'un condensateur, en le reliant par exemple à une pile, il se charge. Donc, comme ici, comme montré ici sur ce schéma, c'est un petit circuit qui comporte une pile électrique, une résistance ohmique de valeur R et un condensateur de capacité C. E étant la force électromotrice de la pile. Donc, lorsqu'on relie la pile au condensateur, qu'est-ce qui va se passer? Un courant électrique va circuler. Donc, on sait que le courant électrique, le sens du courant électrique est le sens de déplacement des charges positives. Donc, les porteurs de charge qui sont les électrons se déplacent en fait dans le sens inverse, puisque les électrons ont une charge négative. Donc, les charges positives se déplacent dans ce sens, mais les électrons en fait se déplacent dans le sens inverse. Donc les électrons, lorsque le courant circule, ça veut dire que les électrons en fait, ils sortent de la charge du pôle négatif, de la borne négative de la batterie. Donc, et ils circulent dans le réseau. Donc, lorsqu'on fait cette liaison, lorsqu'on réalise ce circuit, qu'est-ce qui se passe? Des charges électriques négatives, donc les électrons commencent à sortir de la borne négative et viennent se positionner sur cette armature du condensateur. Donc, supposons que j'ai au départ un électron qui sort de la borne négative, qui vient se placer sur cette armature du condensateur. Qu'est-ce qui se passe?
il y a un phénomène d'influence totale, puisque les deux armatures, ce sont des conducteurs. Donc l'électron négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va repousser un électron de l'autre armature. Donc il le repousse vers où? Vers la borne positive. Donc lorsque l'électron est repoussé, il laisse derrière lui, bien sûr, une charge égale à plus E. D'accord? Donc influence totale, ça veut dire que un électron ici de charge moins E repousse un autre électron de charge moins E, et donc apparaît ici une charge égale à plus E. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? En fait, donc nous avons eu une charge moins E qui s'est déplacée dans cette partie-là, et une charge, là, et la même charge moins E s'est déplacée dans cette partie du circuit. Donc un courant électrique a circulé. Et c'est le même courant parce que c'est la même charge qui a circulé dans le circuit. C'est pareil maintenant si j'ai 1 milliard d'électrons qui sortent de la borne négative et qui viennent se mettre ici. Donc j'aurai aussi donc, une charge égale à plus 1 milliard E ici de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le même nombre de charges qui circulent dans cette partie du circuit va circuler aussi dans cette partie. Donc le courant électrique circule pendant que le condensateur se charge. Donc, ce serait faux de dire que le courant électrique traverse le condensateur. Le condensateur n'est pas traversé par le courant électrique. D'ailleurs, les armatures sont séparées soit par le vide, soit par un milieu diélectrique, un milieu isolant. Donc, en principe, il n'y a aucun courant électrique qui peut traverser cette zone. Donc, mais le courant, il circule à cause de l'influence totale entre les armatures. D'accord? Donc, lorsque le condensateur se charge, il reçoit au fur et à mesure une charge qui augmente avec d'une valeur dQ pendant un temps dt. Alors, donc, dans ce cas, le courant électrique qui circule dans le circuit peut être calculé par la formule I égale à dQ sur dt. Donc, tant que le condensateur se charge, j'ai un courant électrique qui circule. Alors, la différence de potentiel aux bornes du condensateur, on l'appelle VC. C'est une différence de potentiel entre les armatures du condensateur. C'est la tension ou c'est le potentiel de la borne qui a le potentiel le plus élevé dans la charge positive, moins le potentiel de l'armature qui porte la charge négative, donc le potentiel le moins élevé. Donc VC, c'est V1 moins V2. Donc toujours, la flèche tension de VC est toujours dirigée du potentiel le moins élevé vers le plus élevé. Donc de l'armature qui porte la charge négative vers l'armature qui porte la charge positive. Donc VC à quoi est égal VC? C'est Q sur C. Cette relation, on l'a vu en début de la vidéo, donc c'est la propriété des condensateurs ou des conducteurs de façon générale. Donc VC égale à Q sur C. Ça, c'est la différence de potentiel au banc du condensateur. Maintenant, si je cherche à écrire la loi de la maille, l'équation de cette maille, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais représenter toutes les flèches tension. Donc, la flèche tension du condensateur est déjà représentée. Je représente la flèche tension de la pile, donc de la bande négative à la bande positive. Et je représente la flèche tension de la résistance, donc dirigée dans le sens inverse de circulation du courant électrique. Et je choisis un sens arbitraire. Je choisis ce sens-là. Et je commence à sommer les différences potentielles en suivant, à partir d'un point, par exemple, je vais démarrer à partir du condensateur, et je vais commencer à sommer les chutes de tension et écrire que la somme est égale à 0. Alors, je vais commencer par le condensateur. Je vois que la flèche tension de VC est dirigée dans le même sens que le sens que j'ai choisi, donc je mettrai plus VC. C'est pareil pour la flèche tension RI. Elle est dirigée dans le même sens que le sens que j'ai choisi, donc ce sera plus RI. Par contre, la flèche tension de E, de la force électromotrice, est dirigée dans le sens inverse du sens que j'ai choisi. Donc je mettrai moins égal à 0. Donc ceci est l'équation de ma maille. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que VC est égal à Q sur C. Ce n'est pas une constante parce qu'au fur et à mesure que nous chargeons le condensateur, les charges portées sur les armatures, donc ici plus Q et ici moins Q, augmentent.
Donc, au fur et à mesure que je charge le condensateur, VC augmente. Alors, VC augmente, donc il varie au cours du temps. E, par contre, E est une constante. Donc, ici, VC est une fonction du temps. RI aussi est une fonction du temps, puisque I égale à dQ sur dt. Et donc, E est une constante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que VC augmente, I est une constante, donc forcément RI doit diminuer. Donc, au fur et à mesure que nous chargeons le condensateur, l'intensité du courant diminue. Il viendra un moment lorsque VC sera égal en valeur à E. Alors, dans ce cas-là, RI doit s'annuler pour que l'équation de la maille reste toujours valable. Donc, quand est-ce que cela arrive? Cela arrive lorsque le condensateur atteint sa charge maximale. Lorsqu'il est complètement chargé, qu'est-ce qui se passe? VC sera égal à E et donc le courant va s'annuler. Donc, lorsque le condensateur atteint sa charge maximale, lorsqu'il est complètement chargé, le potentiel VC en ces bornes devient égal à la force électromotrice de la batterie. Et donc, il ne pourra plus recevoir de charge de la pile et le courant électrique ne pourra plus circuler dans la branche qui contient le condensateur. Donc, dans ce cas-là, le courant électrique va s'annuler. I sera égal à 0 dans la branche qui contient le condensateur. Alors, VC sera égal à la charge maximale Q divisée par la capacité du condensateur. Et l'énergie emmagasinée dans le condensateur sera maximale. C'est 1/2 de Q, la charge maximale, fois VC. Si je remplace VC par Q sur C, j'obtiens 1/2 de Q au carré sur C. Alors, la loi de la maille dans ce cas-là, donc, va s'écrire comme ceci. Donc, il y aura le terme, la chute de tension RI au bord de la résistance qui va s'annuler. Donc, j'aurai uniquement VC égale à E. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on veut faire, c'est trouver les expressions de la charge Q de T et de la DDP VC en fonction du temps. Donc, Q de T, c'est la charge du condensateur pendant qu'il se charge et VC, c'est la différence de potentiel au bord du condensateur, donc toujours pendant l'opération de charge. Donc, on a dit qu'on avait écrit la loi de la maille lorsque le condensateur se chargeait. La loi de la maille s'écrivait VC plus RI moins E est égal à 0. Donc, sachant que VC était donné par Q sur C et que le courant I est donné par dQ sur dt, nous remplaçons ces deux expressions dans la loi de la maille et nous allons obtenir l'expression suivante. Donc, Q sur C plus R dQ sur dt égale à E. Alors, ceci est une équation différentielle d'ordre 1 en Q, donc avec second membre. Pourquoi? Parce qu'elle contient la grandeur qui est la charge, elle relie la charge Q à sa dérivée première. Et nous avons un terme qui n'est multiplié ni à la charge ni à sa dérivée. Donc ce terme qui est une constante E, c'est ce qu'on appelle le second membre. Donc équation différentielle d'ordre 1 avec second membre. La solution générale de ce type d'équation est donnée par la somme de deux solutions. La première, c'est la solution de l'équation homogène. On appelle aussi l'équation sans le second membre, à laquelle on lui rajoute une solution particulière. Alors, commençons par trouver la solution de l'équation homogène. Alors, c'est quoi l'équation homogène? Donc, c'est l'équation sans le second membre. Donc, on va reprendre l'équation différentielle. Donc, on reprend l'équadif avec second membre et on va lui enlever le second membre. C'est ce qu'on appelle l'équation homogène. Donc, on va mettre ce membre-là égal à 0. En fait, il faut toujours mettre l'équation différentielle de cette forme-là. Un terme multiplié à la charge, plus un terme multiplié à la dérivée, et un terme qui est multiplié à rien. Donc, c'est une constante. Donc, on a dit, on annule, on enlève le second membre et on obtient donc l'équation homogène. Alors, on va la mettre sous une forme qui va nous faciliter la résolution de cette équation différentielle. On va d'abord isoler la dérivée. Donc, on va mettre dq sur dt toute seule. Pour cela, on va diviser les deux parties de l'équation par r. On va obtenir dq sur dt plus r
plus Q sur RC égale à 0. Puis, je vais emmener ce terme de l'autre côté. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Donc, je vais ramener la charge Q de ce côté et dt de ce côté. Donc, je multiplie par dt et je divise par Q. On va obtenir dq sur Q égale à moins dt sur RC. Donc là, je remarque que j'ai Q à sa dérivée, avec sa dérivée d'un côté, et j'ai des constantes ici et la dérivée du temps. Là, je peux intégrer. Bon, pour trouver l'expression de Q, je dois intégrer la dérivée. Donc, si j'intègre sans préciser, sans fixer les bandes d'intégration. Alors, l'intégrale de dq sur Q égale à moins l'intégrale de dt sur RC. Alors, RC, ce sont des constantes. R est une constante, C est une constante. Donc, je peux sortir moins 1 sur RC. Je peux le sortir de l'intégrale. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir l'intégrale de dq sur dq. L'intégrale de dq sur q, c'est logarithme népérien de q. Et moins 1 sur RC, l'intégrale de dt, c'est t. Donc, je vais obtenir logarithme népérien de q égale moins t sur RC, plus une constante. Là, je rajoute la constante parce que nous avons intégré sans préciser les bandes d'intégration. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux l'expression de Q de t. Donc, je dois me débarrasser du logarithme népérien. Pour cela, je vais prendre l'exponentielle des deux côtés, des deux parties de l'équation. Donc, l'exponentielle du logarithme népérien de Q sera égale à l'exponentielle de cette expression-là. Donc, ça, c'est exponentielle de moins t sur RC plus une constante. Donc, l'exponentielle de la somme de deux termes, on sait qu'elle est égale à la multiplication des deux exponentielles. Donc, exponentielle moins t sur RC plus constante, c'est exponentielle de moins t sur RC fois exponentielle de la constante. Alors, on sait que l'exponentielle du logarithme de Q, c'est Q. D'accord? Et si je mets l'exponentielle de la constante, l'exponentielle de la constante, c'est une constante aussi. Je vais juste lui donner un nom. Je vais nommer nommer l'exponentielle de la constante A. Donc, c'est une autre constante que j'appellerai A. Dans ce cas-là, je vais obtenir exponentielle du logarithme de Q qui me donnera Q. Et là, donc, je vais avoir A fois exponentielle moins T sur RC. Donc, ça, c'est ce que j'appelle la solution de l'équation homogène. Donc, l'équation homogène qui est celle-ci, A comme solution, Q de T, c'est A exponentielle moins T sur RC. La solution particulière, quant à elle, elle s'obtient si on considère que la charge Q est constante. Donc, si on considère que la charge Q est constante, donc l'équation de la maille, ou l'équation différentielle initiale, on va remplacer dq sur dt par 0. C'est normal. Si q est constante, donc elle ne varie pas, donc sa dérivée est égale à 0. Dans ce cas-là, on va obtenir l'expression q sur c est égale à e. Et donc, q sera égal à ec. Donc, c'est ça la solution particulière. Je répète, la solution particulière est obtenue en considérant la charge comme étant constante. Donc, on annule la dérivée dans l'équation différentielle et on regarde qu'est-ce qu'on obtient comme valeur de Q. Donc, c'est une valeur constante E fois C. Donc, en regroupant les termes de la solution générale, donc la solution générale, c'est la solution de l'équation homogène, à savoir A exponentielle moins T sur RC, plus la solution particulière qui est égale à EC. Alors, ce qui reste maintenant à déterminer, c'est la constante A. Alors, elle est déterminée en utilisant la condition initiale. On sait que à t égale à 0 secondes, ça veut dire lorsqu'on a commencé à charger le condensateur, il était initialement entièrement déchargé. Donc, à t égale à 0, il n'y avait aucune charge sur les armatures du condensateur. Donc, la charge Q était égale à 0 pour t égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer t égale à 0 ici. Et donc, à t égale à 0, Q était égal à 0. Donc, c'est A fois exponentielle 0 plus EC. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, c'est A plus EC. Et on tire que A,
on en déduit que A est égal à moins EC. Donc, on a obtenu la valeur de A, c'est moins EC. On la réinjecte dans la solution générale pour obtenir donc Q de T. C'est moins EC exponentielle moins T sur RC plus EC. On tire EC comme facteur et nous obtenons l'expression finale donc de la solution générale, donc l'expression finale de la charge Q de T, c'est EC fois exponentielle moins T sur RC. Alors, si je vais maintenant l'expression de VC, je n'ai qu'à diviser Q par C et j'obtiens E fois exponentielle moins E fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. Et si je veux obtenir l'expression du courant électrique, de l'intensité du courant, je n'ai qu'à dériver l'expression de Q par rapport à T et j'obtiens I égale à E sur R fois exponentielle moins T sur RC. Donc, ce sont trois expressions. Ces trois expressions donc, expriment la charge du condensateur, la variation de la charge du condensateur en fonction du temps, la variation de la différence de potentiel au banc du condensateur au cours du temps et la variation de l'intensité du courant au cours du temps. Donc, lorsque le condensateur se charge. Maintenant, si je pose le produit R fois C égale à taux, et ce paramètre taux, on l'appelle constante caractéristique du temps. Donc, les équations précédentes, les expressions précédentes de Q de T, VC et I vont s'écrire comme suit. Donc, je n'ai qu'à remplacer RC par taux. Et je vais prendre quelques valeurs caractéristiques. Donc, je prends par exemple pour T égale à 0, à T égale à 0, qui caractérise le début de la charge du condensateur. Donc, à T égale à 0, le condensateur était initialement complètement déchargé. Si je remplace T égale à 0 dans mes expressions, j'obtiens Q égale à 0, j'obtiens VC égale à 0 et j'obtiens I égale à E sur R qui est, je signale, une valeur maximale. D'accord? Donc, à T égale à 0, lorsque le condensateur était encore entièrement déchargé et qu'il a commencé à se charger, il y avait zéro charge sur les armatures, zéro potentiel en ces bornes et le courant était le plus intense. À T égale à taux, si je remplace ici T égale à taux, j'obtiens Q de taux égale à 0,63 fois EC, ce qui correspond à peu près aux 2 tiers de EC. VC égale à 0,63 fois E, ce qui correspond à peu près aux 2 tiers de E. Alors que I, j'obtiens 0,37 E sur R, donc 0,37 de la valeur maximale. Si je prends T égale à 5 fois taux, et que je remplace dans mes expressions, j'obtiens la charge égale à 0,993 EC, ce qui correspond à peu près EC. La différence de potentiel au banc du condensateur, c'est 0,993 E, ce qui est égal à presque à E. Alors que le courant, lui, il est très faible, 0,007 E sur R, ce qui est pratiquement égal à 0. Et à T égale à l'infini. Alors, T égale à l'infini, ça veut dire ça lorsque j'ai complètement chargé le condensateur, à la fin de la charge. Alors, à la fin de la charge, lorsque je mets T égale à l'infini ici, j'obtiens la charge égale à EC. Ça veut dire que la charge finale, la charge totale portée par les armatures du condensateur, QF égale à E fois C. Donc, parfois, E fois C, cette valeur-là qui est multipliée par l'accolade 1 moins exponentielle moins T sur taux, on l'appelle QF pour dire que c'est la charge maximale. Alors que le potentiel VC, à T égale à l'infini, est égal à E. Ça veut dire que c'est vraiment sa valeur maximale. À la fin de la charge, la différence de potentiel au banc du condensateur est égale à la force électromotrice du générateur ou de la pile. Et à T égale l'infini, j'obtiens un courant nul, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, lorsque le condensateur est entièrement chargé, le courant ne circule plus dans la branche qui contient le condensateur. Donc, je répète, à T égale à 0, j'avais 0 charge dans le condensateur, 0 dDP et le courant était maximal. À T égale à taux, la charge est pratiquement aux 2 tiers de la charge maximale. La différence de potentiel VC est pratiquement aux 2 tiers de la valeur maximale et le courant est à 0,37 de sa valeur maximale. À T égale à 5 fois taux,
nous avons pratiquement chargé entièrement le condensateur. La charge étant égale à 0,993 de la charge maximale. La DDP, c'est 0,993 de la charge maximale. Donc, on peut dire que pratiquement à 5 fois tout, on a complètement chargé le condensateur. D'accord? Et donc, à t égale l'infini, nous avons la charge finale, le potentiel final et le courant. Alors maintenant, nous allons tracer les expressions de Q de T, Vc et le courant. Commençons par l'expression de la charge du condensateur. Donc, je la reporte ici. C'est QF, la charge finale qui est E fois C, fois 1 moins exponentielle moins T sur tau. J'ai ramené ici les valeurs qu'on a déjà calculées et cette courbe-là représente cette équation, donc cette fonction-là. Donc, on voit bien que lorsque t égale à 0, la charge Q est égale à 0. Lorsque t égale à tau, la charge est à 2 tiers, pratiquement le 2 tiers de la charge finale. Donc, voici la charge finale et ça, c'est le 2 tiers. Donc, pour t égale à tau, Q est égal aux 2 tiers de la charge finale. À t égale à 5 fois tau, la charge est pratiquement égale à la charge finale. Et puis à t égale l'infini, la charge du condensateur a atteint la charge finale. Donc nous avons ici une droite asymptotique. Donc cette courbe-là caractérise la charge du condensateur. Et nous pouvons là distinguer deux régimes. Le premier régime, donc, c'est ce qu'on appelle le régime transitoire. Ça veut dire la période du temps compris entre 0 et 5 fois tau, pendant laquelle la charge varie en fonction du temps, varie de façon significative, observable. Et le deuxième régime, c'est le régime permanent ou stationnaire, t compris entre 5 fois tau et l'infini. Donc, on l'appelle permanent ou stationnaire pour dire que voilà, la charge a atteint une valeur constante maximale et ne va plus changer. Donc, ici, c'est un régime constant, un régime permanent. Pareil pour l'expression du potentiel de la DDP en borne du condensateur. Donc, je reporte les valeurs et nous traçons donc la fonction. C'est la même fonction en forme, c'est juste les valeurs qui vont changer. Donc, à t égale à 0, la différence de potentiel au borne du condensateur est nulle. À t égale à tau, c'est le 2 tiers de la tension maximale qui est E. À t égale à 5 fois tau, la tension a atteint sa valeur maximale et à t égale l'infini, donc nous avons donc le régime permanent. Donc une fois encore, nous distinguons le régime transitoire pendant lequel la tension aux bornes du condensateur varie significativement en fonction du temps et le régime permanent pendant lequel il n'y a plus de variation en fonction. La dernière fonction, c'est la fonction du courant. Donc, à t égale à 0, le courant il a sa valeur maximale qui est égale à E sur R. À t égale à tau, le courant est à 0,37 fois la valeur maximale. Et à t égale à 5 fois tau, le courant est pratiquement nul. À t égale à l'infini, le courant est nul. Donc le régime transitoire entre 0 et 5 fois tau et le régime permanent. Pendant le régime permanent, le courant est nul. Ça veut dire que le condensateur a été entièrement chargé. Le courant ne circule plus dans la branche qui contient le condensateur et donc I égale à 0. Nous allons maintenant entamer la décharge du condensateur. Lorsqu'on supprime la source de tension du circuit, ça veut dire lorsqu'on supprime le générateur qui a servi à charger le condensateur, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, les charges électriques qui sont accumulées au niveau du condensateur vont circuler dans le réseau, dans le circuit. Pourquoi? Parce que le générateur, il faisait un petit peu le rôle d'un barrage. Il retenait les charges. Les charges électriques ne pouvaient pas revenir, ne pouvaient pas circuler, donc sortir du condensateur. Mais lorsque le générateur est supprimé, dans ce cas-là, nous avons les armatures du condensateur qui font un seul conducteur avec les fils électriques, avec le reste du circuit. Et donc, il va y avoir redistribution des charges. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les électrons, donc les charges négatives
qui étaient au niveau de cette armature-là vont circuler. Donc, les électrons vont sortir de cette armature et vont rejoindre l'autre armature pour les neutraliser. D'accord? Donc, les électrons vont essayer de neutraliser les charges positives, donc ils vont circuler dans ce sens. Donc, c'est normal. Les armatures sont des conducteurs, les fils électriques sont des conducteurs. Donc, les charges, donc les électrons vont circuler. Le générateur n'est plus là pour empêcher la circulation du courant dans le sens inverse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va apparaître un courant électrique. Les électrons sortent de là, donc se déplacent dans ce sens. Le courant électrique, c'est le sens de déplacement des charges positives. Donc, le champ électrique va se diriger dans ce sens. Donc, pour nous, le courant électrique va sortir de la borne positive et circuler dans ce sens. Je répète, les électrons sortent de cette borne, mais les charges positives se déplacent dans le sens inverse. Donc le courant électrique, c'est le sens de déplacement, son sens c'est le sens de déplacement des charges positives. Donc le courant électrique va circuler dans ce sens, du plus vers le moins. Alors qu'est-ce qui va se passer? L'énergie électrique a été emmagasinée dans le condensateur, va être dissipée dans le circuit. Donc si, comme dans ce cas, nous n'avons qu'une résistance dans le circuit, cela veut dire que l'énergie qui a été emmagasinée dans le condensateur va être dissipée sous forme d'effet Joule, donc chaleur, dans la résistance ohmique ainsi que dans les fils, jusqu'à ce que l'énergie disparaisse complètement, jusqu'à ce qu'un équilibre électrostatique soit atteint, donc neutralisation totale des charges. Alors, les charges électriques qui étaient emmagasinées donc, dans le condensateur vont diminuer, n'est-ce pas? Le courant va circuler au fur et à mesure, donc la charge qui était là va diminuer. Cela veut dire que dQ sera négatif, la variation de la charge sera négative. Comme le courant électrique, l'intensité du courant électrique est donnée par dQ sur dt, et comme l'intensité du courant est toujours positive, donc nous allons mettre un signe moins devant dQ sur dt. Donc le champ électrique, l'intensité du champ électrique, pardon, l'intensité du courant électrique sera donnée par I égale à moins dQ sur dt. Ce moins, c'est pour assurer la valeur positive du courant. Maintenant, si je cherche à établir la loi de la maille, donc nous avons une seule maille. Je vais représenter les vecteurs tension, d'accord? Alors, le premier vecteur tension, c'est celui de la différence de potentiel aux bornes du condensateur. Donc, VC est toujours dirigé de la borne négative à la borne positive. Et le RI, donc VR, la différence de potentiel aux bornes de la résistance, et son vecteur sa flèche tension est dirigée dans le sens inverse du courant, donc celle-ci. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un sens arbitraire, un sens quelconque, et pardon. Et je vais donc sommer les différentes DDP. Alors, je vais commencer par cette DDP, donc je vois que VC est dans le même sens que j'ai choisi, donc je mets plus VC, alors que RI est dans le sens inverse que le sens que j'ai choisi, donc je mets moins RI égale à 0. Donc voici l'équation de la maille. Je vais chercher les expressions qui régissent l'évolution de la charge du condensateur ainsi que la DDP au banc du condensateur. Donc je reprends l'équation de la maille, VC moins RI égale à 0, sachant que VC est donné par Q sur I et I par moins DQ sur DT. Donc je remplace dans l'équation de la maille et j'obtiens cette expression-là. Je vais mettre la charge de côté, donc dQ ici et dt là. Donc qu'est-ce que je vais obtenir? Donc j'obtiens ici une équation différentielle du premier ordre. Donc dQ sur Q égale à moins dt sur moins R moins Q sur RC. Donc dQ sur dt égale à moins Q sur RC, et je mets la charge de côté, donc Q ici et dt là, et j'obtiens dQ sur Q égale à moins dt sur RC. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre, je la résous en intégrant. Donc j'intègre les deux côtés sans préciser, donc sans fixer les bandes d'intégration. Donc l'intégrale de dQ sur Q, c'est tout simplement le logarithme népérien de Q, et l'intégrale
de moins dt sur RC, RC étant une constante, elle sort, donc moins 1 sur RC sera un facteur, et l'intégrale de dt c'est t. Et je rajoute une constante puisque j'ai intégré sans préciser les bandes d'intégration. Maintenant, pour avoir une expression q de t égale, je prends l'exponentielle des deux côtés, et comme ça je vais éliminer le logarithme. Donc exponentielle du logarithme népérien égale exponentielle moins t sur RC plus la constante. Et c'est égal à l'exponentielle de moins t sur RC fois l'exponentielle de la constante. Donc, si je mets exponentielle de la constante égale à une constante b, et j'obtiens q de t, donc exponentielle du logarithme népérien de q, c'est q, donc q de t, c'est b fois exponentielle moins t sur RC. Alors, maintenant, comment je vais déterminer la valeur de la constante avec la condition initiale? Je sais qu'à t égale à 0, donc à l'instant initial, le condensateur était entièrement chargé. Il portait une charge, c'est la charge vide finale qu'il avait acquis lorsqu'il se chargeait, qui est égale à EC. Quand il était complètement chargé, la charge était EC. Donc à t égale à 0, lorsqu'il a commencé à se décharger, la charge finale, la charge était EC. Donc je remplace à t égale à 0, exponentielle 0 c'est 1, donc je vais obtenir ici b, et la charge initiale c'était EC. Donc j'obtiens b égale à EC, lorsque je le remplace dans l'expression, j'obtiens qt égale à EC exponentielle moins t sur taux, avec taux étant égal à RC. Donc si je mets EC égale à Q0, Q0 ça veut dire c'est la charge finale lorsqu'il se chargeait, et c'est la charge initiale lorsqu'il se déchargeait. Donc à t égale à 0, la charge qui était au niveau du condensateur, c'est Q0. Donc je mets Q0 égale à EC, et voici l'expression finale de Q de t, donc l'expression régissant l'évolution de la charge du condensateur pendant qu'il se déchargeait. C'est Q0 fois exponentielle moins t sur taux. Je peux déduire l'expression de la DDP au bord du condensateur en divisant Q par C. Ce sera donc E fois exponentielle moins T sur taux. Et je peux déduire l'expression de l'intensité du courant en dérivant la charge par rapport à T et en mettant un signe moins. Et j'obtiens I de T égale à E sur R exponentielle moins T sur taux. Alors, donc maintenant, j'ai les trois expressions que je cherchais. On peut les tracer leur courbe. Donc, je prends ici le tableau avec quelques valeurs. Donc, lorsque je remplace t égale à 0, la charge initiale était Q0, le condensateur était entièrement chargé. À t égale l'infini, la charge finale, exponentiellement l'infini, c'est 0, la charge était égale à 0. Donc, il se décharge. À l'instant initial, il avait une charge Q0. À t égale l'infini, il s'est complètement déchargé. À t égale à taux, la charge est égale à 0,37 fois la charge initiale. Donc, voici sa valeur. Et à t égale à 5 fois taux, voici la valeur, la charge étant presque égale à 0. Donc, j'ai presque eu la décharge, la décharge totale a commencé à pratiquement 5 fois taux. Donc, c'est une loi exponentielle décroissante. Et je distingue là, comme pour tout à l'heure, deux régimes. Le régime transitoire, donc lorsque la charge varie fortement avec le temps, entre t égale à 0 et 5 fois taux, c'est ce que j'appelle le régime transitoire. Et le régime permanent, c'est pour t supérieur à 5 fois. Pareil pour la DDP au banc du condensateur, je la trace. Donc, c'est une loi exponentielle. À t égale à 0, la DDP au banc du condensateur est égale à E. À t égale l'infini, il n'y avait plus de différence de potentiel au banc du condensateur. Il s'est complètement déchargé. À t égale à taux, c'est 0,37 E. Et à 5 taux, c'est pratiquement 0. Et il est donc toujours les deux régimes, le régime transitoire et le régime. Je trace l'expression de l'intensité du courant. À l'instant initial, le courant était le plus intense, c'était E sur R. À l'instant final, il n'y avait plus de courant. Toute l'énergie emmagasinée dans le condensateur a été libérée par effet Joule, donc dissipée par effet Joule dans le circuit. Donc, il n'y avait plus de courant. Et donc, toujours, à T égale à taux, le courant est égal à 0,37 fois sa valeur maximale. Et à 5 fois taux, c'est 0. Donc, et encore une fois, les deux régimes. Alors, nous allons faire une application. Il s'agit de l'exercice 8 de la série numéro 4 sur le réseau.
Donc, dans l'exercice 8, on vous donne ce circuit sur la figure 6 qui représente un circuit composé d'un générateur de force électromotrice E égale à 12 volts qui a une résistance interne négligeable. Nous avons deux résistances ohmiques R1 et R2, telles que R1 égale à R2 égale 1 kΩ, ça veut dire 1000 ohms. Nous avons un condensateur de capacité C et un interrupteur K. Alors, on vous dit qu'en réalité, le condensateur C est un assemblage de plusieurs condensateurs, comme le montre la figure 7. Donc, en fait, C est constitué d'un assemblage, c'est un assemblage de 4 condensateurs. Donc, tel que C0 est égal à 4 microfarads, donc 4 10 puissance moins 6 farads. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, nous avons deux parties dans l'exercice. La partie 1, dans la partie 1, on vous dit qu'on considère le condensateur de capacité C comme étant complètement chargé. Donc, au départ, il est complètement chargé et K, l'interrupteur K, fermé. Alors, on vous pose la question, première question, calculer la capacité équivalente C en fonction de C0. Ça veut dire qu'on vous demande de donner la valeur de la capacité équivalente C. Donc, je reprends ce schéma de l'assemblage et je vais commencer par associer les différents condensateurs jusqu'à obtenir un seul condensateur équivalent. Donc, la première étape consiste à assembler ces deux résistances qui sont en parallèle. Donc, je vais dire que voilà, que ces deux condensateurs en parallèle sont équivalents à un seul condensateur de capacité C1. Et je vais calculer C1. Alors, comme ils sont associés en parallèle, comment je calcule la capacité équivalente? Donc, C1, c'est la somme des deux la capacité équivalente, c'est la somme des deux capacités lorsqu'ils sont reliés en parallèle. Je répète, lorsque les condensateurs sont reliés en parallèle, sont assemblés en parallèle, la capacité équivalente est égale à la somme des capacités. Donc, c'est C0 plus C0, ça veut dire 2 fois C0. Donc, C1 égale à 2 fois C0. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième étape consiste donc à trouver la capacité équivalente de ces deux condensateurs, la capacité du condensateur équivalent. Là, ils sont reliés en série. Donc, je vais remplacer ces deux condensateurs par un seul condensateur de capacité que j'appellerai C2. Alors, comme ils sont reliés en série, comment je calcule la capacité équivalente avec cette relation? Donc, 1 sur la capacité équivalente qui est C2, donc 1 sur C2, c'est 1 sur C1 plus 1 sur C0. Comme C1 est égal à 2 fois C0, je le remplace. Et donc, je réduis au même dénominateur et j'obtiens 1 sur C2 égale à 3 sur 2 fois C0. Et quand je cherche C2, donc C2, je vais donc inverser les rapports. J'obtiens C2 égale à 2 fois C0 sur 3. Donc 2 tiers de C0. Alors la dernière étape maintenant consiste donc à trouver la capacité du condensateur équivalent de ces deux condensateurs. Donc là, ils sont assemblés en parallèle. Donc je vais dire donc que la capacité équivalente, c'est C. C'est ce qu'on nous demande. Alors, comme ils sont reliés en parallèle, la capacité équivalente C, c'est la somme des capacités. Donc, c'est C2 plus C0 sur 3. Et je remplace C2 par 2 tiers de C0. Et j'obtiens 3 tiers de C0, ça veut dire C0. Donc, vers la fin, je trouve que la capacité équivalente C est égale à C0, qui est égale à 4 microcoulombs. Alors, la deuxième question. On vous demande de calculer les intensités des courants circulant dans chaque branche du circuit. Alors, comme K, l'interrupteur K est fermé, il est fermé, ça veut dire que là, nous avons un circuit qui est fermé. Le courant passe par cette branche-là et s'écoule dans le réseau. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons des courants qui circulent dans le réseau. Qui est la source
la source du courant. La source du courant, c'est le générateur. Alors, le générateur possède une borne positive et une borne négative. Le courant électrique sort de la borne positive du générateur. Donc, on va l'appeler I1 parce qu'elle circule dans la résistance R1. Donc, le courant I1 sort de la borne positive du générateur. Alors, il circule jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de ce nœud. Donc, on a dit qu'un nœud est un point qui relie trois dipôles différents. Donc, un dipôle, deuxième dipôle, un troisième dipôle. Au moins trois dipôles. Donc, lorsque le courant I1 arrive au niveau du nœud, qu'est-ce qu'il est partagé, il se divise en d'autres courants. Donc, dans cette branche-là, va circuler un courant que j'appellerai I2, parce qu'il va passer traverser la résistance R2. Et donc, le courant I2 va continuer dans cette branche et je vais avoir un autre courant qui va circuler dans ce sens et que j'appelle un courant IC. Donc, le courant IC circule dans la branche qui contient le condensateur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les deux courants IC et I2 se retrouvent au niveau de ce nœud-là, d'accord? Et ils vont constituer, encore une fois, qu'ils vont constituer, donc la somme des deux va constituer le courant I1 qui va donc revenir vers le générateur. Donc ici, combien de courants nous avons? Nous avons trois courants. C'est normal parce que nous avons trois branches. Nous avons deux nœuds, le premier nœud et le deuxième nœud. Et tout ce qu'on a entre deux nœuds, on a dit qu'une branche, c'est la partie du circuit qui est comprise entre deux nœuds successifs. Donc la première branche, la deuxième branche et la troisième branche. Donc chaque branche circule un courant différent. Donc, combien d'inconnus nous avons? Nous avons I1, I2 et IC. Nous avons donc trois inconnus. Nous avons besoin de trois équations pour trouver ces trois inconnus. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a comme équation? Alors, nous allons utiliser les lois de Kirchhoff, à savoir la loi des nœuds et la loi des mailles. Nous avons deux nœuds et combien de mailles? Trois mailles. Donc, nous avons cinq équations. Alors, la première maille, donc on a dit que la maille est un circuit qui est fermé, qui est une partie du réseau qui constitue un circuit fermé. Donc, voici la maille 1, d'accord? Voici la maille 2 et voici la maille 3. Nous avons trois mailles, donc deux nœuds et trois mailles, donc nous possédons cinq équations, donc nous pouvons répondre à la question en utilisant uniquement les lois de... Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les deux nœuds dont nous disposons sont identiques. Pourquoi? Parce qu'ils impliquent exactement les mêmes courants. Donc I1, I2, IC, I1, I2, IC. Donc les équations que je vais obtenir seront exactement les mêmes. Donc j'ai deux nœuds, mais j'ai la même équation, la même loi de Kirchhoff. Donc à savoir la somme des courants rentrants égale à la somme des courants sortants. Donc ici, le seul courant rentrant, c'est I1. Les deux courants sortent, c'est I2 et IC, donc I1 égale à I2 plus IC. Je la note équation 1. Alors, pour ce qui est des mailles, je vais donc établir les lois des mailles, trois mailles. Alors, je vais commencer par la maille 1 et donc je vais commencer par représenter les flèches tension. Je représente toutes les flèches tension. Je commence par le générateur. Alors, je sais que le générateur, il a une force électromotrice représentée par une flèche tension dirigée de la borne négative à la borne positive. La flèche tension R1, I1, donc DDP au banc de R1 dirigé dans le sens inverse du courant qui la traverse. Alors R2 a une DDP qui est égale à R2 fois I2 dirigé dans le sens inverse du courant I2. Alors qu'est-ce qu'il en est pour VC? Alors la DDP au banc du condensateur, on sait que les armatures du condensateur sont deux, une qui portera une charge positive et une qui porte la charge négative. L'armature qui porte la charge positive est celle qui est du côté de la bande positive du générateur et l'armature qui porte la charge négative est celle qui est placée du côté de la bande négative. Donc ici, j'aurai un potentiel moins élevé que celui-là. Donc VC, la DDP au banc du condensateur, sera dirigée du potentiel le moins élevé vers le plus élevé, donc dans ce sens. Alors, je vais commencer par la maille 1. Je choisis un sens arbitraire et je somme les flèches, les tensions. Donc, je commence par le générateur. Donc, je vois que E est dans le même sens que j'ai choisi. Donc, je vais avoir plus E, premier terme. Puis, je vais rencontrer la flèche tension R1I1 dans le sens inverse, donc moins R1I2.
et je rencontre la flash tension R2I2 dans le sens inverse, donc moins R2I2 égale à 0. Je note équation 2. Je passe à la maille 3, à la maille 2, pardon. Je choisis un sens arbitraire que voici et je commence par la résistance R2. Donc sa flèche tension est dirigée dans le même sens que j'ai choisi. Donc je vais avoir plus R2I2 et je rencontre la flèche tension de VC dans le sens inverse, donc moins VC égale à 0. Je note équation 3. Alors je passe à la maille 3, la dernière maille, donc qui est celle-ci, donc la grande maille. Donc, je choisis ce sens comme sens arbitraire et je commence à sommer les tensions. Donc, j'en ai trois, celle-là, celle-ci et celle-là. Alors, je commence par E, donc j'ai plus E, moins R1I1, moins VC égale à 0. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que l'équation 4, je peux l'obtenir en sommant l'équation 2 et l'équation 3. Regardez, si vous sommez ces deux équations, vous allez obtenir plus E, d'accord? Moins R1I1, moins R2I2 plus R2I2 qui vont se simplifier. Et vous allez avoir moins VC qui est égal à 0. Donc l'équation 4, c'est tout simplement la somme des équations 2 et 3. Donc c'est ce que j'appelle une équation dépendante. Qu'est-ce qui me reste? En fait, il me reste équation 1, 2 et 3 que je vais utiliser pour donc répondre à la question. Alors ici, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'ils nous ont dit que le condensateur était entièrement chargé. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le condensateur ne peut plus recevoir de charge à partir du générateur. Ça veut dire que aucun courant ne peut circuler dans cette branche. C'est celle qui contient le condensateur. D'accord? Donc le courant I1 qui va sortir du générateur, une fois arrivé à ce nœud, il ne peut plus circuler ici. Il ne peut plus ramener des charges à C. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le courant IC donc, sera nul. Et donc, c'est ce que j'appelle le régime permanent. Ça veut dire que les autres courants ne varient plus en fonction du temps. Donc, IC disparaît. Et qu'est-ce que je vais avoir? I1 égale à I2, puisqu'il n'y a aucun courant ici. Donc, I1 va continuer son chemin sur cette branche-là. Donc, je remplace I2 par I1. Donc, je ne vais avoir qu'un seul courant à calculer, c'est I1. Alors, si je reprends l'équation de tout à l'heure, donc I1 égale à I2 plus IC, IC étant égal à 0, j'obtiens I1 égale à I2. Et si je reprends l'équation 2, l'équation de la première maille, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer I2 par I1 et je vais sortir I1 en facteur et j'obtiens donc I1 égale à E sur R1 plus R2. Si je fais l'application numérique, j'obtiens I1 égale à I2 égale à 6 milliampères. Alors, la troisième question, on vous demande de calculer la différence de potentiel VA moins VB. Donc, je représente la flèche tension VA moins VB. C'est VA moins VB. Donc, diriger du potentiel moins élevé de VB vers VA. Alors, c'est le potentiel, c'est la différence de potentiel entre ces deux points. Qu'est-ce que j'ai entre ces deux points? Je n'ai que le condensateur. Donc, VA moins VB est égal à VC. Alors, je vais donc sortir VC. Il est dans l'équation 3 précédente. Et donc, j'ai R2I2 moins VC égale à 0. Donc, VC égale à R2I2. Donc, VA moins VB, c'est R2 fois I2. Si j'ai fait l'application numérique, j'obtiens VC égale à VA moins VB et C égale à 6 volts. On vous demande de déduire la charge emmagasinée dans C, donc plus Q, la charge Q sur les armatures. Alors, je connais la différence de potentiel VC, je connais la capacité C et je connais la relation entre ces trois grandeurs, VC, C et Q. C'est tout simplement VC est égal à Q0, c'est la charge emmagasinée que divise la capacité. J'en déduis que Q0 égale à VC fois C et j'ai fait l'application numérique. J'obtiens Q0 égale à 24 microcoulombs. La deuxième partie de l'exercice, partie 2, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on va ouvrir l'interrupteur K. Que va-t-il se passer? Première question, que va-t-il se passer? Si j'ouvre l'interrupteur K, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant, quand il va sortir du générateur, ne pourra plus passer par là. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucun courant délivré par le générateur. Le générateur ne va servir absolument à rien. Et R1 fois R1 ici ne va servir à rien. Aucun courant ne va la traverser. Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un condensateur qui est complètement chargé. Il porte une charge plus Q ici, moins Q. Enfin, c'est plus Q0 et moins Q0. Il y a un DDP égale à VC égale à 6 volts ici. Et donc, ici, j'ai une DDP. Là, j'ai une DDP, mais là, j'ai rien. Donc, il n'y a pas de courant
il n'y a pas de courant qui circule dans cette branche. Donc, je peux tout simplement la supprimer. Donc, je supprime cette branche. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque le condensateur va se retrouver tout seul avec une résistance? Tout simplement, en l'absence d'une source de tension qui est le générateur, le condensateur va se décharger. Les charges vont sortir de l'armature, donc les électrons vont sortir de là et vont circuler dans le circuit, dans cette maille et perdre de l'énergie par effet Joule. Donc je vais avoir un courant qui sort de d'où? On a dit que le courant, a comme sens le sens de déplacement des charges positives. Donc je suis le sens de déplacement des charges positives. Donc les charges positives sortent de là. Donc, les électrons sortent de là, mais les charges positives sortent de là. Donc, le courant IC, c'est un courant qui est engendré, si vous voulez, il est créé par le déplacement des charges qui étaient emmagasinées dans le condensateur. Donc, c'est un courant qui sort du condensateur. D'accord? Donc, ici, si vous voulez, le condensateur fonctionne comme une sorte de batterie. Il renvoie l'énergie qu'il avait emmagasinée préalablement vers le circuit. Donc, je vais avoir un courant IC qui va circuler dans le circuit jusqu'à ce que les charges perdent toute l'énergie. Donc, je vais avoir dissipation de l'énergie qui était là par effet Joule. Et je sais que le courant IC, donc on l'a vu tout à l'heure dans le cours, que IC est donné par moins dQ sur dt, parce que dQ est négatif, donc IC doit être positif, donc je mets un signe moins. Alors, VC est toujours dirigé dans ce sens. OK? Alors, la deuxième question, c'est établir l'équation différentielle de la charge Q de T dans le condensateur en fonction du temps. Donc, on me demande de donner l'équation différentielle qui relie la charge du condensateur à sa dérivée. Alors, je vais utiliser la loi des mailles, bien sûr. Alors, je vais représenter les flèches tension. VC, elle est comme ceci. Alors que R2 fois IC, la flèche tension à DDP au banc de R2 est dirigée dans le sens inverse du courant, donc voici sa flèche tension. Et je choisis un sens arbitraire, d'accord, celui-là, et je commence à sommer les DDP. Alors je commence par VC, donc je vois VC dans le sens que j'ai choisi, donc plus VC moins R2IC égale à 0. Donc ça, c'est la loi des mailles. Alors, je sais que VC est égal à Q sur C. Et je sais que IC égale à moins dQ sur dt. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer ces deux-là ici. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens cette formule. Alors, cette équation relie la charge du condensateur à sa dérivée. Donc, c'est une équation différentielle du premier ordre. C'est ce qu'on me demande. La question suivante. Donc, une fois qu'on a trouvé l'équation différentielle de la charge Q, on nous demande de résoudre cette équation et trouver l'expression de la charge en fonction du temps. Alors, je reprends mon équation différentielle, d'accord? Je vais l'arranger un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre R2 dQ sur dt égale à moins Q sur C. Et je vais diviser par R2, d'accord? Puis, je vais ramener Q de ce côté et dt de ce côté. Donc, j'obtiens dQ sur Q égale à moins dt sur R2 fois C. Donc, là, je suis en train de résoudre l'équation de la décharge comme j'ai fait en cours. Donc, je vais intégrer cette équation-là, les deux parties de l'équation. Je sors R2C de l'intégrale puisque c'est une constante. Donc, qu'est-ce qui me reste? L'intégrale de dQ sur Q, c'est logarithme népérien de Q. Et l'intégrale de dt, c'est T. Donc, moins T sur R2C plus une constante puisque j'ai intégré sans mettre les bandes d'intégration. Alors, je me débarrasse du logarithme népérien en prenant l'exponentielle des deux côtés. Et j'appelle l'exponentielle de la constante une constante B. Alors, donc, je vais obtenir Q, d'accord, de T égale à B fois exponentielle moins T sur R2 fois C. Et je détermine la valeur de B, la constante B, en utilisant la condition initiale. Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'à T égale à 0, donc lorsque j'ai ouvert l'interrupteur, le condensateur était entièrement chargé. Et qu'est-ce qu'il portait comme charge? Il portait la charge Q0 que j'avais calculée dans la partie 1 de l'exercice. Donc à t égale à 0, la charge était égale à Q0. Donc je remplace t égale à 0 ici, j'obtiens B fois 1. Donc B fois 1 qui est B égale à Q0. Et donc je remplace ici, donc Q de t égale à Q0 fois exponentielle moins t sur taux. La taux, c'est la constante du temps, c'est R2 fois C. Donc voici
l'expression de la charge du condensateur. C'est l'expression obtenue pour la décharge du condensateur. On vous demande, dans la dernière question, de tracer qualitativement l'évolution de la charge de T en fonction de T, du temps, en précisant les valeurs de la constante du temps et des charges finales initiales. Donc, je dois tracer cette équation-là qualitativement. Alors, taux, c'est R2 fois C. Lorsque je remplace les valeurs numériques, je trouve taux égal à 4 millisecondes. La charge initiale, je l'ai déjà calculée dans la partie 1 de l'exercice, c'est 24 microcoulombs. La charge finale, ça veut dire qu'une fois que j'ai ça veut dire qu'à t égale l'infini. À t égale l'infini, exponentielle de moins l'infini, c'est 0, donc la charge égale à 0. C'est normal, il y a une décharge. Donc la charge, donc le graphe de Q de t, donc à t égale à 0, la charge c'est la charge Q0, d'accord? À t égale l'infini, la charge, elle est nulle. À t égale à taux, la charge, c'est 37, 0,37 fois Q0. À 5 fois taux, c'est presque égal à 0. Donc, c'est la courbe donnant la décharge du condensateur. Voilà, c'est tout. Merci.